On demande parfois s'il est possible de pratiquer le zen seul, chez soi, ou s'il est indispensable d'être guidé par un maître dans un dojo. Derrière cette question, en apparaît presque toujours une autre, plus intime. Si l'on s'assoit en zazen, n'est-ce pas parce que l'on espère secrètement parvenir à l'éveil? Et si cette attente est inévitable, comment pourrait-on pratiquer sans rien attendre? Puisqu'on avait dit dans les Kusen précédents que c'était la recherche qui constituait l'obstacle majeur au fait de retrouver l'éveil. Alors il existe une vieille histoire japonaise à propos d'un homme qui voulait entendre le silence. Alors chaque matin, il quittait son village pour gravir une montagne réputée pour son calme. Et une fois arrivé au sommet, il tendait l'oreille, persuadé qu'il allait enfin découvrir ce mystérieux silence dont parlaient les anciens. Mais il entendait toujours le vent dans les pins. Il entendait toujours le cri du corbeau, le bruissement des feuilles, parfois même le bourdonnement d'un insecte. Et alors, déçu, il redescendait. Et le manège dura des années. Un vieux moine qui observait discrètement ses allées et venues lui demanda un jour: « Que cherches-tu exactement ?» L'homme répondit: « Le silence parfait. Voilà ce que je recherche. » Alors le moine sourit et lui dit: « Tant que tu cherches un silence différent de celui qui est déjà là, tu n'entendras jamais le silence. » Cette anecdote ressemble beaucoup à notre manière d'aborder la pratique. On croit chercher l'éveil, mais très souvent on cherche seulement une idée que l'on s'en fait, notre idée de l'éveil. On imagine un état extraordinaire, une paix définitive, une transformation spectaculaire. On attend que quelque chose se produise et cette attente devient le bruit qui couvre déjà ce qui est présent. Lorsque quelqu'un demande, c'est généralement une autre question, peut-on pratiquer chez soi? La réponse est évidemment oui. Le Bouddha n'a jamais dit que la vérité habitait exclusivement dans un bâtiment particulier. On peut pratiquer dans une chambre, dans un grenier, sous un arbre, face à la mer ou dans un petit appartement ou une petite chambre de bonne. Ce qui compte n'est pas le lieu, mais la qualité de l'attention. La qualité de l'attention. C'est la qualité de l'attention qui fait de l'endroit une chambre de bonne ou un monastère. Pour autant, cela ne signifie pas que le dojo ou le guide soit inutile. Bien au contraire, il joue un rôle très particulier. Non pas celui de transmettre une illumination, qui manquerait aux disciples, mais celui de montrer avec une infinie patience les détours subtils de son propre esprit. L'esprit possède une extraordinaire capacité à transformer même la pratique spirituelle en nouveau projet personnel. On ne cherche plus une réussite sociale, une carrière ou une reconnaissance. On cherche désormais un éveil. Mais le principe est le même, le mécanisme est identique.
Seul l'objet a changé. C'est pourquoi un enseignant authentique ne nourrit pas cette ambition. Il ne promet pas des expériences extraordinaires. Il ramène simplement encore et encore à la posture, à la respiration, à l'instant présent. Il agit comme celui qui indique sans cesse le chemin à quelqu'un qui, fasciné par le paysage, ne cesse de s'en écarter. Vient alors une troisième question, la question la plus délicate. Lorsque je m'assois, je sais bien qu'au fond de moi, j'attends quelque chose. Comment dépasser cela? La plupart des pratiquants croient qu'ils devraient éliminer immédiatement cette attente. Ils pensent que le véritable zen consisterait à réussir à ne plus rien désirer. Mais cette manière de voir est encore une nouvelle forme de désir. On désire désormais ne plus désirer. On veut fabriquer un esprit parfaitement détaché. Là encore, l'effort entretient précisément ce qu'il voudrait faire disparaître. La cessation n'est pas un combat contre le désir, elle est la fin de l'alimentation du désir. La prise de conscience du désir est la fin de l'alimentation du désir. Voilà une différence essentielle. Si une lampe reste allumée, ce n'est pas parce qu'on lutte contre sa lumière qu'elle s'éteint. Il suffit que le courant cesse de l'alimenter. Il suffit de l'éteindre. De la même manière, le désir d'éveil ne disparaît pas parce qu'on le condamne. Il s'épuise lorsqu'on cesse progressivement de lui donner toute son énergie. Pendant Zazen, une pensée apparaît. Par exemple, j'aimerais enfin comprendre. On la voit simplement apparaître. Puis on revient à la posture. Quelques instants plus tard, une autre pensée. Peut-être qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose. On le remarque encore, puis on revient à la respiration. Ce retour n'est pas un échec, il est déjà la pratique elle-même. C'est ça la pratique. Une pensée, prise de conscience, retour à la posture. Chaque retour est une petite cessation. Cessation de l'histoire que l'esprit se raconte. Cessation de l'élan qui voulait aller ailleurs. Cessation de l'habitude de poursuivre un futur imaginaire. Ce qui est étonnant, c'est que cette transformation ne dépend pas du temps au sens où on l'imagine. Bien sûr, les années de pratique ont leur importance, mais elles n'agissent pas comme une accumulation de mérites qui finirait par produire un résultat. Elles ressemblent davantage au travail de l'eau sur une pierre. L'eau ne lutte pas contre le rocher. Elle ne cherche pas à le vaincre. Elle coule simplement, jour après jour, année après année, sans projet, sans impatience.
Puis un jour, on découvre que la pierre a changé de forme. Personne ne peut dire à quel moment précis cela s'est produit. Et il en va de même pour Zazen. Au début, on croit pratiquer pour devenir quelqu'un de plus sage ou de plus paisible ou de plus éveillé. Et puis, presque sans s'en apercevoir, cette manière de penser perd de son importance. Non pas parce qu'on aurait décidé d'y renoncer, mais parce qu'elle cesse d'intéresser l'esprit. Elle cesse d'intéresser l'esprit. On continue à s'asseoir, mais il devient de moins en moins nécessaire que quelque chose arrive. Voilà la cessation. Non pas la disparition de toute pensée, mais la disparition progressive du besoin que la réalité soit différente de ce qu'elle est. On n'exige plus que la réalité soit différente de ce qu'elle est. On cesse cette exigence. Ça n'a plus d'importance. Ce n'est plus intéressant. C'est cela la fin de la souffrance décrite par Bouddha. Ce n'est pas un monde qui change, c'est la tension intérieure qui cesse de vouloir modifier ce monde. Dogen affirme que la pratique et l'éveil ne sont pas deux choses différentes. Alors d'abord, ça paraît incompréhensible. On pense naturellement que l'on pratique d'abord, puis qu'un jour, peut-être, on atteindra l'éveil. Mais cette vision maintient toujours un écart entre ce qui est vécu maintenant et un futur imaginaire. Toute la vie devient alors une attente. Mais le zen renverse complètement cette logique. Lorsque l'on s'assoit totalement, sans rien ajouter, sans chercher à fabriquer un état particulier, pardon, cette assise est déjà l'expression de la nature de Bouddha. Non pas parce que l'on aurait atteint un sommet spirituel, mais parce qu'il ne manque absolument rien à cet instant. Ce qui manque, c'est seulement l'idée que quelqu'un se fait de ce qui devrait arriver. Et cette idée, précisément, est ce qui entretient la recherche. La cessation n'est donc pas l'apparition de quelque chose de nouveau, elle est la disparition de ce que l'on ajoutait sans cesse à la réalité, comme des attentes, des comparaisons, des projets spirituels, des commentaires. Le ciel n'a pas besoin d'être fabriqué lorsque les nuages se dissipent. C'est aussi pour cette raison qu'un guide est précieux. Non pas parce qu'il posséderait une vérité inaccessible aux autres, mais parce qu'il reconnaît très vite les pièges dans lesquels le disciple retombe sans cesse et sans s'en apercevoir. Il expose les pièges, parce que l'esprit est extrêmement habile. Si on lui retire les ambitions matérielles, alors il construit des ambitions spirituelles. Si on lui retire l'idée de réussir dans le monde, alors il invente celle de réussir dans le zen. Il compare sa méditation à celle des autres. Il mesure ses progrès. Il espère vivre des expériences extraordinaires que les autres n'auront pas vécues. Et parfois même, il fait de son absence l'attente d'un nouveau motif de fierté. Et dans ce contexte, le guide
ne combat pas ces mécanismes, il les éclaire, il les expose avec bienveillance. Il ramène toujours à la même chose. Assieds-toi, respire, ne poursuis rien, ne repousse rien. Peu importe que l'on pratique dans un dojo ou dans une petite pièce de sa maison, s'il se rappelle vivant et compris, alors chaque coussin de l'appartement devient un dojo et chaque instant devient un enseignement. En définitive, la question n'est pas de savoir si l'on pratique chez soi ou dans un centre, ni même de savoir si l'on cherche encore l'éveil. La véritable question est: est-on prêt à voir sans jugement ce qui se passe réellement en soi? Si un désir apparaît, peut-on simplement le reconnaître? Simplement le reconnaître. Si une attente surgit, peut-on lui laisser sa place sans la nourrir? La cessation commence exactement là, au moment où on reconnaît. Ce n'est pas lorsqu'on devient un pratiquant parfait, mais lorsqu'on cesse progressivement de vouloir corriger ou lutter contre chaque mouvement de l'esprit. Et alors, Zazen retrouve son innocence. On ne médite plus pour devenir quelqu'un, on ne s'assoit plus pour obtenir une récompense, on s'assoit parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que s'asseoir pleinement, complètement. Dans cette simplicité absolue, l'éveil cesse d'être un objectif placé devant soi, il n'est plus un objet de désir, il est simplement la vie qui se manifeste lorsque cesse enfin l'effort d'en faire autre chose que ce qu'elle est. Voilà pourquoi la troisième noble vérité est appelée cessation. Non parce qu'elle annonce la fin de la vie ou la fin de l'action, mais parce qu'elle marque la fin de cette agitation subtile qui voudrait sans cesse ajouter quelque chose à ce qui est déjà parfaitement complet.